Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics cette semaine. Aux Engagés publics, on reçoit Lionel Carman. Bonjour Lionel. Bonjour Denis. Donc oui, on reçoit Lionel Carman, ministre responsable des services sociaux. C'est drôle parce que en regardant ces titres-là, je me souvenais pas qu'on disait ça, responsable. On dirait qu'il y a comme des termes qui se sont ajoutés autour des responsabilités ou des libellés de responsabilité des ministres. Est-ce que ça a toujours été ça? C'est toujours été ministre responsable? On dit pas le ministre des services sociaux tout court? Non, ce qu'on a voulu faire, c'est parce qu'on n'a pas voulu séparer santé et services sociaux. Donc, on voulait que le ministère reste ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, on a mis ministre de la Santé et ministre responsable des services sociaux. Alors, moi, je suis responsable des parties de la loi qui sont en lien avec les services sociaux. Donc, là, si ça se trouve, je le dis même pas correctement. Je devrais dire ministre de la Santé, responsable des ministres sociaux? Non, ministre responsable des services sociaux. Bon, ministre de la Santé, c'est M. Dubé. Moi, je suis ministre responsable des services sociaux. Faut pas l'oublier. Faut pas. C'est bon pour mon humilité. OK. Donc, merci Lionel d'être présent. Je disais tantôt à la blague que j'avais pas la pulsion de te tutoyer. On a convenu avant l'entrevue que j'allais te tutoyer, que j'allais t'appeler Lionel, tu vas m'appeler Denis. Puis c'est pas tant. Oui, il y a la fonction qui, tu sais, on a toujours un respect pour la fonction. Ça impressionne. Puis on a un peu. Mais moi, d'habitude, je tutoie pas mal. Puis, mais là, je regardais ton CV. Puis j'étais comme, mon Dieu. Neurologue, chercheur, enseignant, Harvard, Boston Children's Hospital. J'étais impressionné. C'est un gros CV, Lionel. J'ai eu du vécu avant de faire la politique, tout à fait. Ben, en fait, oui. Et puis ce que je fais maintenant, c'est un petit peu la continuité de ce que j'avais accompli dans ma carrière de médecin. Fait que c'est très stimulant, ça. Puis, cette réalité-là, moi, elle m'intrigue beaucoup. Ça va être une chose que je vais avoir envie de savoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené en politique? T'sais, qu'est-ce qui fait qu'on se détourne pendant un instant? Parce que j'imagine que ça sera pas éternel, c'est pas éternel pour personne, la politique. Qu'on se détourne d'une grande carrière pour devenir policier. Mais on commencera pas avec ça, si tu me permets. Ça me permet de réfléchir. Tu y réfléchiras. Aux engagés publics, quand on reçoit un élu pour la première fois, on aime démystifier un peu, mieux comprendre qui il est. Puis c'est ce qui nous intéresse. Moi, c'est ce qui m'intéresse actuellement. J'aimerais que tu nous expliques. On a un gag, là, il est de moins en moins drôle parce que les gens commencent à nous à le connaître après 106 entrevues, 315 épisodes. Mais on veut savoir, c'est qui la personne normale? C'est qui le gars normal? Le Lionel normal, là, avant d'être politicien, c'est quoi tes passions? Comment tu te décrirais dans la vie de tous les jours? Ben moi, je suis un gars très engagé. Un gars qui, je pense qu'il faut le dire, là, j'ai donné comme ma carrière aux jeunes, à la jeunesse. Parce que non seulement j'étais neuropédiatre à l'hôpital Sainte-Justine, mais ce que peu de gens savent, j'ai été longtemps, pendant des années, 18 ans coach de soccer dans mon équipe de quartier. C'est ton sport. Oui, puis j'ai coaché les gars, les filles, mes enfants, pas mes enfants. J'ai vraiment adoré ça. Je me suis impliqué aussi à la crosse. J'ai été le gérant de l'équipe de la crosse du Québec pendant des années. Dans quelle région, ça? Que tu jouais à la crosse? C'est l'équipe Québec. Non, moi, je jouais pas. Okay. Moi, j'étais le gérant de l'équipe. Donc, j'ai toujours été très proche des jeunes. Au niveau du sport, moi, oui. En fait, quand j'étais jeune, moi, je jouais au basket. J'étais très bon au basket, mais la nature a voulu que je restais à 5 pieds 8. Là, là, j'ai changé pour le soccer, puis j'ai joué très, très longtemps. En fait, j'ai arrêté en 2022, je te dirais, parce que là, la récupération devenait de plus en plus difficile. Fait que c'est ça. J'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup la danse aussi. C'est une autre des activités que j'aime beaucoup. J'en ai parlé même pendant la pandémie de la danse parce que c'était ma façon un petit peu de gérer ma santé mentale. Là. Ouais, c'est ça. Moi et ma femme, on danse souvent ensemble. Quel type de danse? Est-ce qu'il y a une danse en particulier? Salsa, qui est vraiment notre préféré. Mais on aime toutes sortes de danses. Là. C'est la musique latine, c'est très entraînant. Puis quand tu fais ça, là, tu penses à rien d'autre. Ça, c'est la beauté de la chose. C'est du pleine conscience.
Tu viens de quelle région, toi, exactement, Lionel? Moi, je suis né en Haïti. Oui, ça, je l'avais lu, Oui. mais tu t'as... Ouais, okay, je te mais j'ai grandi à Ville-Saint-Laurent. À Ville-Saint-Laurent, moi, je suis un gars de Ville-Saint-Laurent. Quand Taillon, on me demande c'est d'où où? tu viens. Taillon, c'est à Longueuil. OK. Donc, moi, je suis député dans la région de Longueuil, quartier de comté de Taillon. OK. On va y revenir aussi sur cet aspect-là parce que j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ta circonscription tantôt. Donc, tu disais la danse, la crosse, ça, c'est rare. On dit-tu d'ailleurs, on dit la crosse sans espace, hein? C'est pas la crosse, c'est la crosse. Le sport, oui, c'est ça. Ouais. En 2 mots, ça peut être autre chose. La raison pour laquelle je te demandais où tu as joué à ça. Oui, je suis un peu là, hein, on dirait. Les raisons pour lesquelles je te demandais dans quelle région tu avais pratiqué le sport, c'est parce que c'est un sport qui est très, très populaire auprès des Premières Nations, entre autres, hein, la crosse. Oui, puis c'était super intéressant parce que on avait un club avec des jeunes qui incluait des jeunes des Premières Nations. Puis c'était la première fois que j'avais la chance de les côtoyer autant. J'ai appris beaucoup à les connaître pendant puis leur interaction avec les jeunes Québécois. Ça fait que c'était une expérience très, très enrichissante. T'allais à faire des tournois aux États-Unis, ailleurs. Là, donc, c'était vraiment une période de fun. Puis j'ai embarqué là-dessus à cause de mon fils, évidemment. OK. Mais quand même, on est resté 2-3 ans à faire ça. Ici, dans la région, il y avait les caribous de Québec. Puis mon fils, il a commencé à jouer à la crosse parce qu'il allait à un collège jésuite. Donc, lui aussi, c'était un peu à cause de l'école qu'il a commencé à jouer à ça. Écoute, c'était intéressant. Maintenant, j'aimerais en savoir un peu plus sur ton parcours académique. Tu sais, je le disais tantôt, là, université Harvard, McGill, Université de Sherbrooke, Boston Children's Hospital. Parle-nous un peu de ton parcours impressionnant, ton parcours académique impressionnant. Oui, ben, écoute, j'ai pas de talent particulier, mais une chose, j'ai toujours été bon à l'école. Ça, c'est la chose qui m'a aidé dans la vie, là. Puis donc après quand j'ai fini le cégep, je suis allé à l'université, je suis rentré directement en médecine à l'université Sherbrooke. Puis je leur en dois une parce que j'ai fini le cégep, j'avais comme 16 ans. Puis c'est la seule université qui en fait m'a accepté à ce moment-là. Les autres me disaient de faire un bac avant parce qu'ils trouvaient que j'étais un peu trop jeune. Puis à Sherbrooke, ils m'ont fait confiance. Puis j'ai eu la chance de faire 4 superbes années là-bas. Puis j'ai commencé ma résidence en neurologie pédiatrique à Sherbrooke. Mais pour la finir à l'université McGill. Fait que j'ai vu plusieurs milieux, plusieurs façons de pratiquer la médecine, plusieurs façons d'enseigner. Et après, pour aller chercher, j'étais vraiment intéressé puis passionné par l'épilepsie pendant mon parcours. Et je suis allé faire ça à l'université Harvard à Boston avec un médecin qui était très, très reconnu à travers les États-Unis là, pour sa compétence, le Dr. Gregory Holmes, là, avec qui je suis resté bon ami, là, un mentor, là. Puis ensuite, quand je suis revenu travailler à Sainte-Justine où j'ai pratiqué pendant 24 ans. Puis pourquoi la neurologie et l'épilepsie en particulier? Ben, la neurologie, ça m'intéressait parce que c'est le cerveau. Puis le neurologue, c'est un peu comme un enquêteur. Tu sais, là, le patient te donne certains symptômes. Toi, tu poses un paquet de questions pour remonter à qu'est-ce qui a causé le symptôme, puis de quelle partie du cerveau ça vient. Donc, j'aime ça, ce côté inspecteur-là. Puis l'épilepsie, ben ça, c'est un peu mon histoire personnelle, là. J'ai eu un accident sévère, là, justement l'été avant que je rentre en médecine. J'ai été dans le coma pendant 1 semaine. Et je me suis remis de ça sans séquelles, là, bien que des fois, je fais des jokes, je dis que j'étais plus intelligent avant, mais... J'imagine ce que ça devait être. Les gens mais surtout, j'ai jamais fait d'épilepsie. Puis un des facteurs déclenchants d'épilepsie, c'est beaucoup les traumatismes crâniens. OK. Puis ça m'a toujours fasciné pourquoi Lionel Carman, pourquoi moi, j'ai jamais fait d'épilepsie. Puis d'autres personnes qui font des chutes beaucoup plus mineures ou qui ont des traumatismes beaucoup plus légers peuvent faire d'épilepsie. Donc, le message docteur ici, c'est mettez votre casque à vélo, en ski, tout ça, là. Parce que le cerveau, c'est très fragile. Donc, c'est parce que tu t'étais senti épargné, choyé, que tu as trouvé ça intriguant, puis tu as commencé à pousser. Tu fais de la recherche, hein? Oui, puis ce qui est le fun, c'est que maintenant, avec la science qui a évolué, ben, c'est probablement une protection génétique que j'avais. Parce que dans ma famille, il n'y a personne qui fait de l'épilepsie.
Puis maintenant, on sait que la génétique te donne un seuil d'épilepsie. Donc, chacun est à risque de faire de l'épilepsie avec l'intensité du trauma, mais chaque individu a un seuil familial, seuil génétique qui varie. Fait que moi, j'ai probablement un seuil qui est assez haut pour ça. Si on était capable de chiffrer en pourcentage 100% des connaissances qu'il y a à y avoir sur le cerveau, on est à quel pourcentage actuellement? Moi, je parlerais de 50%. Là. Quand même? OK, j'avais l'impression que... OK. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à savoir. Ben, je pensais que c'était parce qu'on en connaissait moins. Ben, on connaît beaucoup l'anatomie, la physiologie, c'est comme la chimie du cerveau, mais les fonctions, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à savoir. Puis c'est peut-être que je surévalue, là, mais il y a beaucoup de choses. Mais là, beaucoup de la recherche actuellement est sur la génétique. Puis ça, il reste beaucoup de choses à découvrir, mais beaucoup moins sur l'anatomie puis la physiologie, peut-être, je dirais, du cerveau. Un petit peu un problème. Et putain, je vais couper ce bout-là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je veux juste être sûr que ça... Je m'entends différent, effectivement. Puis il est correct? OK. Puis là, il s'est mis à débloquer. Ouf, j'ai peur que ça soit... Qu'est-ce qui peut provoquer ça? On va poursuivre. La raison pour laquelle je pose la question, c'est que l'autre fois, je lisais un truc super intéressant sur le cerveau, puis ce que les chercheurs ou les spécialistes, les neurologues comme toi semblaient expliquer, c'est que, par exemple, ils disaient pas, moi, je travaille, par exemple, sur l'épilepsie. Moi, je travaille à comprendre le cerveau. Puis ça me semblait, parce que c'est en comprenant le cerveau qu'on finit... c'était dans un contexte d'Alzheimer que je lisais ça. Puis je me disais, est-ce que c'est une réalité qui est propre à cette science-là, à cette discipline-là? Non. Alors, il y a deux types de chercheurs. Moi, je suis plus le chercheur clinicien, OK. Mais il y a des chercheurs fondamentalistes. Eux, ils cherchent c'est quoi le rôle d'une cellule nerveuse. Eux, ils cherchent c'est quoi le rôle des connexions. Donc, eux, ils cherchent à comprendre comment fonctionne le cerveau. Effectivement, là, il y a beaucoup de choses à apprendre, effectivement, là-dessus, sur l'Alzheimer, mais sur plein d'autres processus neurologiques. Là. Si on prenait l'ensemble de tout ce que tu as vu dans ta carrière médicale, c'est quoi ton plus gros apprentissage, l'élément qui t'a marqué le plus dans le cadre de ta pratique et de ta carrière médicale? Je pense que c'est ce qu'il faut apprendre. Puis le plus difficile, je pense, c'est donner un diagnostic à une famille, à un parent, apprendre à bien le faire. Je pense que c'est ce qui m'a marqué le plus, tu sais, puis apprendre à avoir l'empathie, puis tu sais, s'assurer que la nouvelle que tu annonces, ben ça c'est bien compris, c'est bien évolué. Puis ce que ça m'a appris, ça aussi, c'est que c'était important de travailler en équipe aussi. Moi, j'ai toujours eu la chance là, d'être entouré d'infirmières, d'autres psychologues, d'autres professionnels dans ma pratique. Puis quand on rencontrait les parents, on le faisait souvent en groupe pour répondre à toutes leurs questions, puis prendre le temps de répondre à leurs questions. Moi, je pense que c'est une des choses que notre système de santé doit mettre plus d'emphase, c'est prendre le temps. Parce que toi, c'est surtout auprès des enfants que tu travailles. Oui, exact. C'est pour ça que tu parles des parents, là. Oui. Notre meilleur allié, mais il faut qu'il devienne un bon partenaire. Puis donc, d'avoir à expliquer comme ça, c'est essentiel parce que j'imagine que tu fais face à beaucoup d'anxiété puis d'incompréhension. Oui. Hein? Puis on s'entend que la première crise d'épilepsie, là, tout le monde panique. Puis moi, je dois rester calme, puis le médecin doit rester calme, puis bien expliquer qu'est-ce qui vient d'arriver, puis où est-ce qu'on s'en va après. Ouais. Écoute, je continuerai là-dessus pendant encore un tout. En fait, je peux en parler longtemps. Ma dernière question, on peut-tu vivre, avoir une bonne qualité de vie avec, même si on est atteint d'épilepsie? Oui. Alors moi, je m'étais spécialisé dans les épilepsies qu'on appelle réfractaires. Fait que c'est pas contrôlé par les médicaments, mais 70% des épilepsies sont contrôlées par les médicaments, puis les gens peuvent vivre de façon normale. Puis aussi, ce qui est une chose qui est importante, puis ça va avoir un lien avec ma carrière politique, c'est que deux choses qui dérangent beaucoup les gens qui sont touchés par l'épilepsie,
la vision des autres, le stigma qui est lié avec l'épilepsie, comme toutes les maladies du cerveau. Puis, deuxièmement, aussi, le fait que le cerveau est épileptique, souvent, ça entraîne des problèmes d'apprentissage qui sont associés chez nos enfants. Puis, les jeunes, ils me disaient tout le temps, ben, mon épilepsie est bien contrôlée, mais j'ai de la misère avec tout le reste. Quand même. Puis, comment tu peux m'aider pour tout le reste? OK. Je savais pas cet aspect-là. T'as amené le point toi-même. T'as dit, ça m'a permis de faire des ponts avec ce que je vis actuellement dans ma carrière comme ministre, ce que j'en ai compris. C'est quoi les apprentissages? Qu'est-ce que tu as amené de cette expertise-là, de cette expérience-là plutôt en médecine qui t'est utile aujourd'hui comme ministre? Rester calme. Hein? Parce que oui, en fait, c'est quoi? C'est ce qui m'a marqué, puis tu m'as calmé. De quoi tu parles? Moi, là, ton calme, ça m'a marqué. C'est une chose qui m'a... Oui! Parce que moi, je suis quelqu'un d'hyper actif. Là, je suis complètement fou. Là, j'ai de la misère moi-même à me contrôler des fois. Puis j'ai commencé ça comme vraiment avec mon énergie habituelle. Puis ton calme, je sais pas, je me suis mis au diapason. Puis ça me fait drôle. Puis là, tu le mentionnes. OK. Le calme... Puis écoute, je suis obligé de te dire effectivement parce que ça m'a marqué. Je trouve ça frappant de découvrir ton calme. Fait qu'en politique, autour de nous, là, ça tourne sans arrêt. Puis il faut rester calme parce que le plus important, c'est garder le focus. Ouais. Focus sur où est-ce que tu veux aller. Puis moi, je pense que c'est une des choses qui m'aide. Puis aussi, l'empathie aussi, je pense, c'est une des choses qui est importante d'avoir en politique parce que on l'a vu là, ces dernières années, on a vécu des périodes quand même très difficiles là, avec la pandémie puis tout ce qui suit la pandémie, surtout au niveau des services sociaux. Fait que je pense que ça aussi, c'est une des choses qui m'a beaucoup aidé. Tu dois avoir aux services sociaux comme ça, surtout effectivement au courant des 6 dernières années, avoir un des postes les plus difficiles. Tu sais, je regardais toutes tes responsabilités puis j'étais comme, Christy, en ce moment, c'est pratiquement toute critique, puis pas parce que tu t'en occupes pas bien, c'est pas ça que je dis, non. Parce que notre société a des enjeux, des défis incroyables. On n'a qu'à penser à la santé mentale. On va pouvoir y aller, on va creuser, mais j'aurais d'autres questions avant ça. Tous les dossiers reliés à la jeunesse, l'itinérance, puis quand on regarde on dirait qu'il y a plein de dossiers transversaux qui viennent avoir un impact, tu sais, après la crise du logement, la crise d'inflation, ça demande, j'imagine que ça demande un certain calme. Et du focus. Du focus. Est-ce que vous travaillez en équipe? Est-ce que des fois, tu vas faire tu teamer? Vas-tu faire des groupes de travail avec des ministres justement complémentaires, par exemple, pour travailler avec ta collègue, par exemple, à l'habitation pour... Absolument. Puis pas juste l'habitation, mais on est beaucoup de ministres impliqués dans le dossier de l'itinérance. Mm-hmm. Puis on fait des rencontres régulières là-dessus. Ça, c'est important. Parce que c'est multifactoriel, puis il faut que chacun sache qu'est-ce que l'autre fait. Là. On ne peut pas avancer tout seul dans ce dossier. C'est ça, sinon vous êtes moins efficace. Exactement. Ça me fascine. J'aimerais ça qu'on y revienne. Parce que je vais essayer de garder une certaine mise en récit dans mon entrevue, mais c'est parce que je suis tout le temps en train de faire des sauts comme ça parce que je saute sur les éléments qui m'intéressent. Mais ça fait 6 ans maintenant que tu es ministre. Qu'est-ce qui, dans ces 6 années-là, a été tes plus grosses surprises, tes plus gros apprentissages, encore une fois? La même question que tantôt, mais cette fois-ci au point de vue politique. C'est quoi tes plus gros apprentissages, tes constats? Ben, la chose que j'ai dû apprendre, puis que je pense que je me suis le plus amélioré, c'est la communication. C'est la clarté de la communication. On doit répondre, on n'a pas beaucoup de temps pour répondre en politique en général. Vraiment? Pas tout comme des podcasts comme ça. Où non, c'est ça. Puis il faut que ce soit clair dès le début. Tandis que comme médecin, il faut donner beaucoup de détails aux gens pour qu'ils comprennent tous les aspects de la problématique. Fait que la transition de sortir le médecin de moi, là, ou du moins en partie, là, le clinicien de moi, ça a été, là, je pense, mon plus grand apprentissage en politique. Comment t'as fait? Ben, il y a eu beaucoup de monde qui m'ont aidé. J'ai regardé aussi beaucoup d'entrevues de politiciens, puis non. Carrément. Ouais. Donc, tu as eu une approche
Oh, moi, structuré comme la science. Oui. Moi, je suis un autodidacte, là, puis j'ai travaillé très fort, en fait. Je suis très fier de ça. Les côtés négatifs, c'est quoi les côtés négatifs que tu as découverts, puis qui te marquent, puis avec lesquels tu as plus de difficultés à dealer en bon québécois? Ben, il n'y a pas vraiment beaucoup de côtés négatifs. Là. C'est une job qui est intrinsèquement stressante, là, faire de la politique. Là. On est toujours sous la loupe. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui est vrai. Puis il y a l'enjeu aussi des médias sociaux qui est quand même pas facile à gérer. T'sais, moi, dans mon ancienne job, tout le monde m'aimait. J'étais professeur, j'étais invité partout. J'étais le bon docteur, exactement. Bon docteur. Puis là, je suis devenu... T'es critiqué. Quelque chose d'autre. Là, Comment tu vis avec la critique? Ben, moi, je pense que je vis bien avec la critique. Puis une des choses qui m'a aidé dans mon apprentissage au niveau communication, c'est comprendre là, aussi le rôle de tout ça. Parce que chacun joue un rôle important dans la structure. Puis une fois que tu le comprends, ben, c'est beaucoup plus facile de gérer puis de fournir la bonne information. Donc, moi, je pense que mon entourage, parce que c'est une décision familiale, hein, aller faire un saut en politique, là, mon entourage pensait que j'aurais pas mal plus de difficultés que ça à gérer. Fait que je pense que ça, je suis content. Qu'est-ce qui t'a amené à faire le saut? On l'a évoqué tantôt, puis je te disais que j'étais curieux, que c'est une question que j'allais te poser. Qu'est-ce qui a fait? C'est arrivé comment, cette transition-là vers la politique? Ben, sais-tu que mon ancien voisin, sais-tu c'était qui? Non, go. Ah, OK. Monsieur Legault. Ah, voilà. Okay. Alors, mon voisin, là, la maison à côté. Là. Puis, on parlait souvent, puis c'est un petit peu pour ça que je l'ai suivi dans l'aventure, on parlait souvent de la réussite scolaire. Puis, de l'importance qu'au Québec, il fallait qu'on soit plus, qu'on mette plus d'emphase sur la réussite scolaire. Puis ça, tu sais, moi aussi, c'est ma bataille numéro 1. Puis, je lui expliquais que, puis on parlait souvent des CPE, puis l'importance de ça, puis le fait de commencer la scolarisation le plus tôt, c'est important. Puis moi, je lui disais, mais oui, mais une chose qui est importante aussi, c'est d'avoir les bons professionnels autour de ces enfants-là le plus tôt possible. Puis de là est venu Agir tôt et tout ça. Mm-hmm. Et je dois dire que je pensais pas que j'allais aller en politique pour porter le dossier Agir tôt. Mais quand j'ai vu que ça prenait une volonté politique pour implanter un tel programme, ben, j'ai décidé de faire le saut. C'est quoi Agir tôt? Oh, ben, Agir tôt, c'est fantastique. C'est de la stimulation précoce pour les enfants qui sont à risque de troubles d'apprentissage. OK. Puis ce qu'on a réussi à implanter au Québec, j'avais déjà présenté le projet, puis on m'avait dit que ce serait impossible de faire ça au Québec. Là. Avant d'être ministre. C'est qu'on dépiste tous les enfants à l'âge de 18 mois à la vaccination pour s'assurer que leur développement au niveau langagier, motricité, socialisation est au bon niveau. Et s'ils ont des faiblesses, ben on leur fait voir des spécialistes pour de la stimulation précoce. Et ça permet, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans les 29% de jeunes là, qui ont un retard dans une sphère ou une autre du développement à la maternelle, je sais pas si tu connais le score de l'ECDEM là, qui sort aux 4-5 ans. C'est le nombre d'enfants qui est à risque pour des troubles d'apprentissage, puis c'est à peu près 29%. Mais là-dedans, il y en a... Des jeunes? Des 29%? Jeunes, dès la maternelle. Je savais pas. Ah ouais, dès la maternelle. Puis là-dedans, il y en a un 10%, c'est de la sous-stimulation. C'est des parents qui stimulent pas leurs enfants, qui jouent pas avec leurs enfants, font pas de lecture. Mais il y a un bon 15-20%, c'est des problèmes de neurodéveloppement. Des troubles du langage. Puis ça, il y en a beaucoup au Québec, des troubles du langage, du TDAH. Et des choses. Ben, moi, je suis TDA, fait que je partage. Oui. Ben, moi, je suis surtout hyperactif, je pense. Mais j'ai jamais pris la peine d'aller consulter parce que j'ai réussi à me concentrer. Fait que je vis avec. J'ai développé des trucs. Exact, on développe avec des le trucs. temps. Et donc, ce 15 à 20%-là, oui, c'est bon qu'ils aillent au CPE puis à la maternelle 4 ans.
Mais c'est encore plus important qu'on leur donne accès à des professionnels avant l'entrée à l'école. Fait que moi, pendant toute ma carrière, je te parlais tantôt des jeunes qui disaient qu'ils avaient de la misère à l'école, même si leur épilepsie allait bien. Mais pendant toute ma carrière, je me suis battu pour que ces enfants-là soient stimulés le plus tôt possible. Puis quand on a commencé un petit projet pilote mes dernières années à Sainte-Justine, qui a montré que ça faisait vraiment une belle différence, la stimulation précoce dans le développement. Puis quand j'ai voulu l'étendre au Québec, on m'a dit que ce serait compliqué, le réseau est pas prêt pour ça, puis toutes les excuses qu'on peut donner. Puis ça, tu l'as fait rendu ministre. Tu as ramené ton idée une fois ministre. Puis c'est M. Legault qui m'a fait confiance avec ça, puis qui m'a donné tous les outils. Là, ça. Je trouve ça fascinant, ça, parce que c'est une question d'ailleurs que j'ai souvent aux engagés publics quand je parle aux élus. Nous, on essaie de démystifier, de comprendre pourquoi, puis c'est le pouvoir d'agir. Puis la distinction entre le militantisme, justement, et un poste où tu as cette capacité-là d'agir, puis ce qui je cherche toujours à faire, une des choses qui m'intéresse beaucoup, c'est de comprendre comment on se met en œuvre, c'est quoi les vrais leviers qu'on a réellement une fois au pouvoir pour mettre des choses en place. Puis je pense que c'est un des exemples les plus concrets que je me suis présenté depuis que je fais ça. Puis le levier, là, il porte un nom, c'est la volonté politique. Pour réussir les choses, ça ne prend pas juste une bonne idée, ça prend la volonté politique. Effectivement, puis on l'a vu qu'il y a moyen d'agir. Hein? Il y a eu parce qu'on se fait souvent présenter quand on veut changer les choses, on se fait présenter, par exemple, la lourdeur de la machine. Il y a tout le temps une bonne raison. Mais là, justement, on revient à la pandémie. On l'a vu dans la pandémie quand on a eu besoin d'agir rapidement. On est capable de le faire. Cette espèce d'agilité-là, je me suis toujours dit, qu'est-ce qu'on pourrait garder de ça dans le système pour la suite, t'sais? Je pense que c'est là-dessus que M. Dubé travaille fort avec Santé Québec. C'est de nous donner un bras opérationnel qui aura cette souplesse puis cette agilité-là. Il faudrait qu'on l'invite, M. Dubé. J'aimerais ça qu'il vienne nous présenter toute sa comment on dit ça? Il est en train de revoir l'ensemble. Les changements. Puis ça, c'est super intéressant. Puis ça va faire une belle différence. Puis pourquoi la coalition? Là, je pense que tu as pas mal répondu à travers ton Je pense que oui. Ouais. Tu as retrouvé, t'avais cette promesse-là qui t'était faite que tu allais pouvoir agir. Un arrimage sur les valeurs? Oui, et surtout que tout le monde autour de la table, parce que moi, j'ai joint le parti sur le tard là, en 2018, mais j'étais un des signataires de la coalition. Même quand c'était avant un parti politique, Coalition pour l'avenir du Québec, parce que l'emphase, c'était de mettre la réussite scolaire puis la jeunesse de l'avant. Puis quand je suis arrivé au parti politique, je me suis dit que j'ai remarqué que tout le monde autour de la table avait ce même discours-là. Le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Économie, le ministre des Finances, tout le monde avait la même vision que pour un Québec plus riche, un Québec plus fort, c'est important qu'on ait des jeunes qui réussissent, puis bien éduqués, puis qui aient accès à des emplois supérieurs, etc. Puisqu'on est dans les motivations, la vision, moi, j'ai une question qui m'intrigue aussi, c'est la ligne de responsabilité. Jusqu'à où le gouvernement, puis dans ton domaine, c'est fascinant cette question-là, comme ministre responsable des services sociaux, on touche à des responsabilités, des fois, où on entre dans la maison des gens, là. Tu sais, la responsabilité des parents, les responsabilités personnelles. Pour toi, fondamentalement, elle est où? C'est où que tu dis le gouvernement a plus rapport là, puis c'est maintenant aux individus, aux parents de se prendre de poursuivre, de se prendre en charge. Donc, c'est quoi elle est où la ligne de responsabilité entre l'État et les individus en termes de services sociaux? Puis je sais que la question est moi, je pense que la ligne, c'est le bien-être des enfants. Moi, je pense que les parents, c'est d'abord et avant tout. Puis moi, je le dis souvent par rapport au dossier de la protection de la jeunesse. Là. Moi, ce que je veux, c'est plus de prévention puis moins de protection de la jeunesse. Contrairement à ce qui se dit, là, moi, je suis beaucoup plus de prévention de première ligne et beaucoup moins de protection de la jeunesse. Quand j'entends du monde qui me disent, il faut rajouter des services en protection de la jeunesse, je dis non.
Ce qu'il faut, c'est rajouter plus de prévention puis plus de services volontaires pour les parents. Quand les parents appellent à l'aide, il faut aider les parents. Il ne faut pas leur enlever leurs jeunes. Fait que ça, c'est super important. Mais à un moment donné, il faut comprendre que quand on offre de l'aide puis que tout est fait, ben, il faut peut-être que le gouvernement, que l'État embarque. Là. Mais c'est vraiment le bien-être des jeunes, la ligne. Le bien-être du citoyen aussi. Ben, on pourrait peut-être appliquer la même question à l'itinérance, mais j'étais curieux, l'itinérance, tantôt, tu as amené le mot multisectoriel ou factoriel, les multiples facteurs qui viennent jouer dans ce contexte-là. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même faites là depuis un certain temps en itinérance. Je voyais les investissements, puis je vois que le milieu s'organise. Il va y avoir les États généraux à l'automne. J'imagine, vous allez être aux États généraux. Tu vas être aux États... Quand je dis vous, c'est toi et ton équipe, là. Oui. J'imagine que vous allez être aux États généraux à l'automne sur l'itinérance. Mais malgré tous ces investissements-là, ces actions-là, on continue de voir les statistiques s'envoler, s'affoler en itinérance. Est-ce qu'on a... comment on va faire? Y a-tu par où on va le prendre? Donc, est-ce que le multifactoriel est une solution? Est-ce qu'il y a un plan pour avoir des solutions à long terme? Oui, puis là, c'est encore... Puis là encore, il faut le prendre du côté de la prévention. Puis on a vu des bonnes données, justement, au dernier congrès, qui montraient que si tu investis juste sur les refuges ou juste sur une fois que la personne est itinérante, ben, tu n'arriveras jamais à éteindre le feu. Pour casser la courbe, puis c'est ça qu'on veut faire, il faut faire de la prévention de l'itinérance. Fait que là, on est un groupe à réfléchir sur comment prévenir l'itinérance jeunesse, comment prévenir l'itinérance après la sortie carcérale, comment prévenir l'itinérance chez nos aînés aussi. Puis ce qu'il faut réaliser, ça c'est important de le dire aussi, puis de le reconnaître, c'est qu'il y a une nouvelle itinérance, puis moi je pense c'est vraiment de l'itinérance économique. C'est une réalité qu'il faut accepter, puis il faut travailler là-dessus parce que c'est quand on dit qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des problèmes de santé mentale en lien avec l'itinérance, ben moi je mets ça en doute parce que ce qui arrive dans nos refuges, puis moi je le vois souvent, c'est que ceux qui sont bien organisés puis qui viennent d'avoir une rupture ou quelque chose qui les a mis à la rue, quand vient le temps d'aller chercher sa couchette au refuge, sa chambre au refuge, ben eux, ils sont là à 4 heures pour prendre leur ticket. Mais celui qui consomme, celui qui a un problème de santé mentale, quand il arrive à 11 heures, souvent, c'est là qu'il y a des enjeux au niveau de trouver une place. Donc, ça en laisse plus dans nos rues. Donc, il faut faire attention, puis il faut essayer de remettre le plus rapidement possible en logement ceux qui ont un problème plus économique, là, une malchance, et travailler beaucoup plus sur ceux qui ont des problèmes de santé mentale et de toxicomanie. Donc, c'est la prévention qui serait un élément au cœur d'un plan à long terme. Oui, c'est vraiment... le focus est là-dessus. La pénurie de logements actuellement doit avoir un impact important sur l'itinérance. Je ne connais pas... Justement, sur l'itinérance économique, ouais. Justement. Et tout notre gouvernement est mobilisé pour se faire sortir du logement, augmenter l'offre. On a fait des investissements historiques. Puis ma collègue au ministre de l'Habitation travaille très fort là, pour s'assurer que les logements sortent de terre. Oui, c'est ça, mais ça sort pas de terre toute seule. Hein. Ça va être... ça travaille fort. Oui, il y a du rattrapage. Je parlais l'autre fois avec Catherine Fournier, qui est finalement pratiquement votre collègue. Ben ta collègue. Oui, c'est ça. Puis elle m'expliquait que malgré tous les efforts qu'ils font pour construire, ben, ils sont loin de combler le retard. Ils en perdent plus. Le volume de ce qu'ils perdent par année est plus grand que ce qu'ils réussissent à construire. Donc, le défi est grand, ce que j'ai compris. T'as amené aussi la notion de santé mentale à l'intérieur de tout ça, puis je lisais un truc tantôt sur le plan d'action interministériel. Ben là, vois-tu, finalement, c'est peut-être probablement ce qui orientait depuis tantôt inconsciemment mes questions sur le multifactoriel aussi, ou sectoriel. C'est quoi exactement le PAISM, puis dans quelles circonstances ça a été développé? Ben, c'est la première fois, puis j'en suis très fier, là, qu'on sort un plan d'action qui officiellement implique plusieurs ministères.
Il y a eu plusieurs plans d'action en santé mentale auparavant, mais c'est le premier qui est interministériel. Puis on a regardé différentes phases de la santé mentale, puis on s'est attaqué aussi à mieux intégrer les services. Parce que mon plan de match pour la santé mentale, c'est rapprocher les services des patients puis de la communauté. Donc, on travaille beaucoup plus avec les organismes communautaires. On a redonné des services en communauté, que ce soit des services d'hospitalisation à domicile, que ce soit des suivis dans le milieu. Puis là, on est en train de recommencer aussi à offrir des services sans rendez-vous. Chez les jeunes, c'est bien établi avec le réseau des aires ouvertes. Puis là, on est en train de travailler sur les adultes en retournant les services en santé mentale dans les CLSC également. Donc, le but, c'est vraiment de rapprocher les services des citoyens. Moi, je pense qu'une des choses qui nous a fait mal en santé mentale, c'est quand on a fait la désinstitutionnalisation, mais on a sorti les patients des instituts et des hôpitaux, mais les services sont restés à l'hôpital. Puis là, c'est important de les retourner dans la communauté. Puis je suis vraiment, vraiment emballé de voir la réponse de tout le monde parce que si un jour j'aurais cru que j'aurais vu des psychiatres aussi enthousiastes d'aller faire des visites à domicile, j'en aurais pas cru mes oreilles. J'avais jamais été exposé à cette réalité-là, à savoir que les patients sont sortis des hôpitaux, mais pas les services. Exact. C'est fascinant quand on y pense. Mais pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale, on travaille beaucoup sur le logement supervisé aussi. Nous, on pense que c'est la meilleure façon. Moi, je voudrais pas retourner à l'époque des instituts psychiatriques. Je pense que c'est pas la bonne façon de faire. En même temps, il faut que les services, comme tu disais tantôt, il faut qu'ils sortent puis qu'ils se rendent jusque dans les résidences. Mais ceux qui ont besoin d'aide, même dans leur vie quotidienne, pour eux, le logement supervisé, un bloc de 20 à 30 appartements avec un intervenant qui est présent 24 heures sur 24, ça, c'est la bonne façon de faire, selon moi. Comment on s'attaque à la pénurie de main-d'œuvre dans ce contexte-là? Parce que j'imagine que c'est un autre frein. On est tant qu'à être dans le multifactoriel encore. J'imagine que c'est un autre frein à l'accès aux services, cette réalité-là. Oui, mais je dois dire que nous, on a fait beaucoup de programmes innovants. Puis, en date de 2023, dans tous nos programmes, on avait augmenté notre main-d'œuvre. Je pense qu'on était plus de 1500 nouveaux professionnels en jeunesse, dont 500 à la protection de la jeunesse. On approchait le 500 nouveaux intervenants en santé mentale. Donc, dans tous nos programmes, on a réussi à augmenter le nombre d'intervenants. Pour ce qu'on a fait beaucoup, c'est qu'on a modifié, on a élargi notre palette de professionnels aussi. Comme on a des kinésithérapeutes, on a des sexologues, on a des gens qui ont la capacité de nous aider avec des problèmes de santé mentale. Et tout le monde est bienvenu. La santé mentale, ça touche dans la vie une personne sur 3. Là, fait qu'il y a du travail pour tout le monde. Puis nous, on veut que tout le monde soit inclus dans nos évaluations. Est-ce que les indicateurs bougent un peu pour nous? Est-ce que nous donne un petit peu d'espoir, là? Est-ce qu'on voit que les indicateurs commencent à revenir, comme par exemple justement les données relatives justement à l'accès aux services, à l'embauche, est-ce que les jeunes vont dans les milieux, dans les métiers des services sociaux? On en est où? On est en droit d'espérer un peu qu'on va reprendre un peu le terrain perdu lors de la pandémie? Moi, je pense que oui. Et puis, comme je disais, nous, dans nos chiffres sont positifs. Là, chaque année, on engage de plus en plus de monde dans les services sociaux au niveau du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est sûr qu'avec la pandémie, les besoins ont beaucoup augmenté. Mais je te dirais que le chiffre qui m'encourage le plus, c'est au niveau de la santé mentale jeunesse, là, où nos listes d'attente ont baissé de plus de 30%. Okay. Et une grosse partie de ça, c'est aire ouverte, si je peux dire un mot là-dessus. Là. Oui, go. On devrait en ouvrir une à Québec dans pas long, c'est quoi? J'espère. On vient d'ouvrir une aire ouverte à Québec. Ça fait pas longtemps, effectivement. Je suis allé à une première, on devrait en ouvrir une deuxième. C'est vraiment un espace créé par les jeunes, pour les jeunes, où ils peuvent avoir des services en santé mentale sans rendez-vous ou sur rendez-vous.
tous les jours de la semaine. Donc, c'est eux qui bâtissent l'horaire des intervenants. Puis quand l'aire ouverte n'est pas nécessairement ouverte, là, ils peuvent texter l'intervenant qui vient les rejoindre à un café, dans un parc. Donc, c'est un nouveau modèle pour offrir des services de première ligne en santé mentale. Puis ça a beaucoup aidé à diminuer la demande pour les services spécialisés. Puis ça a contribué fortement à diminuer nos listes d'attente. Puis ce qui est fantastique, c'est l'énergie qu'on vit quand on rentre dans une aire ouverte. Les jeunes sont heureux, les intervenants sont heureux. C'est vraiment un beau modèle. Comme une maison des jeunes, là, tu sais, de la façon. Mais je comprends pas comment les jeunes intègrent le réseau des aires ouvertes. C'est à l'école qu'ils entendent parler de ça. Comment ça fonctionne? Ben, c'est beaucoup de bouche à oreille. OK. Mais puis les jeunes, alors il y a un comité de jeunes qui conçoit le concept de l'aire ouverte. Et dans ce contexte-là, ils en parlent à leurs amis, ils en font la promotion. La meilleure façon de générer de l'adhésion, c'est d'impliquer les gens. Là. Puis c'est différent d'une maison des jeunes. C'est vraiment pour des services de santé qu'on va là. Mais on a beaucoup de partenariats avec les maisons des jeunes, avec les centres emploi jeunesse, avec tous les organismes jeunesse. Puis dans les endroits où il y a une aire ouverte qui s'installe, il y a une table de concertation jeunesse aussi qui s'installe pour que les organismes communautaires puis le réseau de la santé travaillent mieux ensemble. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai travaillé fort là, depuis 5 ou 6 ans qu'on est là. Parce que une des choses que j'ai pas dites, c'est pendant longtemps, j'ai été aussi vice-président d'un organisme qui s'appelait Épilepsie Montréal Métropolitain, qui m'aidait beaucoup dans le soutien psychosocial des gens puis des familles qui avaient des problèmes d'épilepsie. Puis ça, j'y crois beaucoup à ce partenariat-là entre le réseau de la santé et les organismes communautaires. J'imagine que d'être comme ça, j'aime beaucoup la notion du pour et par. Puis j'imagine que pour les jeunes, d'être impliqués comme ça, d'être au cœur de la solution, puis de la fréquenter, j'imagine que ça stimule aussi l'apprentissage des services disponibles, puis vous n'échappez moins. Exact. Si vous pouvez résumer. Exact. Puis non seulement ça, mais les jeunes, ils ont organisé en partie un congrès national qu'on a fait. Ah ouais. Ouais. Toutes les aires ouvertes du Québec se sont rejoints à Shawinigan. Ah, c'est fascinant, ça fera. À l'automne passé. Ils sont allés présenter en Europe. Puis c'est le modèle. Donc, puis il y a des jeunes qui ont participé à ça. Fait que c'est vraiment fascinant de voir. Je suis très, très fier d'avoir déployé ce programme-là à travers le Québec aussi. Parlons de Taillon un peu. Oui. C'est pas. T'as vu tantôt, je t'ai demandé c'est où. Moi, je sais pas. C'est quand même le comté de René Lévesque, Pauline Marois, Marie Malavoie. J'aurais dû savoir ça, mais heureusement que j'ai l'humilité de montrer mon ignorance constamment. J'ai cette chance-là, grâce à mon balado. Anyway, c'est quoi les grands enjeux dans Taillon? Parce que tu es aussi député, j'imagine que c'est quelque chose qui occupe ton temps aussi à travers toute ton occupation de ministre. Ben, je pense que un des grands enjeux qu'on avait dans Taillon, c'était au niveau des services santé. Et puis, on a fait beaucoup d'ajustements avec l'hôpital Pierre-Boucher. On a rentré les services pédiatriques à l'hôpital Pierre-Boucher. On est en train de construire une maison des aînés, une maison alternative. On devrait avoir un nouveau GMF également cette année. Donc, je pense que dans le comté de Taillon, là, l'accès aux médecins était une chose. J'ai été chanceux. Dans le premier mandat, on a réussi à ouvrir 2 écoles primaires dans Taillon. Donc, c'est quoi le profil de Taillon? C'est banlieue c'est banlieue, un peu âgé. Un peu âgé, donc il y a beaucoup de RPA dans Taillon. C'est quoi un RPA? Résidence personnes âgées? Je ne le savais pas. Encore une fois. OK, désolé. Mais en même temps, c'est le fun, parce que si je ne le sais pas, probablement qu'il y a des gens qui l'apprennent en même temps que moi. Oui. Les acronymes. Mais ce qui nous frappe aussi de ces 2-3 dernières années aussi, c'est le nombre de nouveaux arrivants qui s'installent à Taillon aussi. Je parlais justement au centre de services scolaires la semaine dernière, puis ils m'ont dit que pendant l'année scolaire, il s'est ajouté plus de 1000 élèves au centre de services scolaires Marie-Victorin. Fait qu'il y a des enjeux d'espace aussi à ce niveau-là, mais on a fait plusieurs belles nouvelles écoles, incluant dans mon comté.
Et peut-être l'autre enjeu, c'est le logement aussi. Ouais. Mais encore une fois, on travaille très bien. Là. Je devrais aller inaugurer bientôt une seigneurie pour nos aînés qui... OK, c'est même qu'on l'a fait. Qui va ouvrir dans Taillon également. Donc, je pense que c'est les 3 grandes choses, puis comme plusieurs autres comtés. Lionel, est-ce que tu... on va terminer bientôt. Ça fait, mine de rien, ça fait déjà 45 minutes qu'on discute. Ça passe vite. Oui, ça passe vite. Puis j'ai le goût de revenir sur des aspects qui vont nous permettre de mieux te connaître. Es-tu un amateur de cinéma? Oui. As-tu un film préféré? Ah, oui. Les Intouchables. Ça, c'est une série télévisée ou le film Les Incorruptibles? Non, Les Intouchables avec... Je me souviens pas, c'est quoi? Omar Sy et puis... qui s'occupait de... Oui, le film français. Quel beau film. C'est superbe. Quel beau film. Musique. Ah oui. Moi, j'ai grandi. Moi, je suis la génération hip-hop, là. Donc, c'est ton album préféré. Si tu avais le droit d'amener un album avec toi sur une île déserte, ça serait lequel? Ah, wow. Ce serait peut-être Michael Jackson Thriller, par exemple. Ah oui, cet album-là. Ouais, ça a marqué mon enfance, là. Michael Jackson Thriller. La lecture. Oui, j'aime beaucoup. Un auteur. Je vais être un peu plus... on va te donner une chance. Pas seulement un livre. Y a-t-il un auteur qui te... Qu'est-ce que... Non, il n'y a pas vraiment... Je lis un peu de tout. Je lis vraiment un peu de tout. Y a-t-il un style que tu aimes plus que... Oui, j'aime beaucoup les romans policiers. OK. J'aime beaucoup les romans policiers. Donc, quand j'ai lu beaucoup d'Agatha Christie, mais là, je lis toutes sortes de... C'est ça que j'ai pensé, évidemment. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a appris à mieux te connaître, notre ministre, un élu de plus qu'on va connaître sur un autre aspect grâce aux engagés publics. Merci beaucoup, Lionel. Merci, j'ai passé un très bon moment. Merci beaucoup. Merci aussi à vous à la maison. Vous le savez, des entrevues comme celle-là, je le dis pas pour rien que je disais un élu de plus qu'on connaît mieux maintenant. On en a, c'était le 107e aujourd'hui, la 107e entrevue qui se concentrait sur une entrevue comme ça avec un élu québécois. Donc, vous pouvez trouver ça sur YouTube, sur Facebook, sur Apple Podcasts, Spotify. Vous pouvez aussi écouter les engagés publics sur Cube. Hein? On n'est pas seulement sur des plateformes étrangères, on est aussi sur des plateformes québécoises, disponibles, distribuées à l'audio sur Cube Radio et aussi le week-end sur Cube Télé le samedi à 8h et le dimanche à 15h. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se retrouve pour un prochain épisode.